Maëlane Chapiron, tu es une artiste aux multiples facettes, comme on dit, musicienne, chanteuse, autrice, aquarelliste. On est nombreuses et nombreux à t'avoir découverte au début du millénaire avec ta musique, notamment pour ton travail génial avec le collectif Courtrage-Mais, avec tes paroles crues, ton univers un peu fou et déjanté. Mais depuis quelques années, tu as fait de ton talent et de ton vécu une force au service de la lutte contre l'inceste et les violences sexuelles faites aux enfants. Je vais rappeler quelques chiffres qui sont un peu douloureux, mais je pense que c'est important de les marteler. En France, 6,7 millions de personnes au moins ont été victimes d'agressions sexuelles ou de viols au sein de leur famille, c'est-à-dire un Français sur 10, d'après un rapport du collectif Face à l'inceste. Ça fait 3 enfants par classe, et on estime que ce chiffre est probablement sous-estimé. Ton engagement à toi, Maëlane, est d'abord passé par un projet intitulé Le Loup en 2021. Le Loup, c'est une chanson magnifique que j'ai envie qu'on écoute maintenant. T'errais dans cette pièce, ouh, t'errais dans cette pièce, où je me cache. Je suis prise au piège, surtout, je suis prise au piège. Surtout quand je me lave. Un livre, une vidéo de prévention et surtout des rencontres dans les écoles. En fait, tu as pensé ça comme un tout et tu as aussi tout produit toi-même, l'écriture, le dessin, le chant et les interventions elles-mêmes. Et tu as atteint ainsi des milliers d'enfants, ainsi que leurs parents. Depuis, il y a 2 autres livres, c'est Mon corps et Interdit de me faire mal qui vient juste de sortir, et puis surtout une association, 1000 miettes, que tu viens de créer et qui témoigne de ton engagement désormais total ou presque dans cette cause. Ce que je trouve incroyable avec toi, c'est qu'à t'écouter, cet engagement est un peu venu frapper par surprise. C'est ta créativité, ton art, ton inconscient qui est venu te souffler à l'oreille de raconter cette histoire. On va y revenir. Mais en attendant, comment ça va aujourd'hui, Maëlane? Genre, vraiment. Alors, merci déjà pour cette intro. Merci pour l'invite. Alors, comment ça va? Je crois que ça va bien. Comme je te disais en arrivant, j'ai été hyper malade ce week-end. Et j'étais, il y a 2 jours, pliée en 2, prête à prendre mon téléphone et à dire je crois qu'on va reporter cet enregistrement. Je suis en train de préparer une méga fiesta vendredi pour la sortie de mon bouquin justement. Et je pensais que j'allais tout annuler et en fait ça va mieux. Et c'est complètement fou. Donc je crois que je suis reconnaissante. J'ai une espèce de gratitude générale de me dire waouh, en fait là j'ai plus mal. Et là où tout était foutu, tout recommence. Donc, on peut dire que ça va bien. On savoure jamais assez le fait de ne pas être malade. Ouais, c'est ça. C'est ça. J'imagine que c'est des moments aussi qui sont générateurs de stress ou d'une forme d'anticipation quand tu as une sortie comme ça importante. Je crois que je suis hyper stressée, mais que je ne me rends même pas compte. Ouais, je crois que tellement... c'est ton corps qui t'a un peu envoyé un signal de... Ah oui, non mais c'est sûr, parce que là, j'ai dormi 36 heures. Ça n'existait pas de faire ça. J'avais besoin de dormir 36 heures. Et ça fait depuis septembre dernier que je suis à 1000% sur tout. J'ai plein de projets en cours et j'ai 0 pause en fait. Et quand j'ai une pause, c'est les enfants. Donc on imagine bien que c'est pas une pause. Exactement. Donc voilà, je pense que c'était un peu un petit appel du corps, ouais. Bon. Est-ce que tu es forte pour identifier et pour nommer tes émotions? Parce que tu viens de me dire, je crois que je suis en stress, comme si tu n'étais pas tout à fait sûre de capter ce qui t'arrive. C'est vrai que ce stress-là, je ne l'ai pas ressenti. Mais je suis tendue, je suis hyper tendue depuis des mois. Et donc, oui, je crois que c'est du stress. Mais là, justement, après avoir dormi, je ressens une grande détente. Et cette détente-là, ça faisait un bon moment que je ne l'avais pas ressentie. Donc, je suis assez forte pour comprendre mes émotions quand je décide de m'y attarder, en fait. Là, sur ce stress-là, j'avais pas pris la peine de le faire. Tu voulais pas le savoir? Ouais, il y avait un truc comme ça, j'avais pas le temps, en fait. Pas le temps. Après, c'est le 3e livre jeunesse que tu sors. Peut-être que tu as aussi le sentiment que tu es un peu rodée maintenant, que c'est plus un si big Oui, deal. j'avais pas... Je crois pas que je pense pas que j'appréhende cette sortie. C'est ce que je me suis dit. C'est vraiment une sortie cool.
Et puis, c'est pas un livre avec lequel je mets mes tripes à l'air. C'est pas comme un album ou comme Le Loup, par exemple. C'est pas moi là qui ouvre mon ventre et qui vais le donner à tout le monde. Mais c'est une sortie quand même, c'est un accouchement quand même. Et ça fait pas rien, quoi, de toute façon. Il est très beau, ce petit livre. Il est très clair, en fait. C'est un livre qui explique aux enfants que personne n'a le droit de leur faire mal. Et en le feuilletant, c'est vraiment simple. C'est adressé aux enfants à partir de 3 ans, non, je pense. Ouais, 2 ans même. Même 2 ans, hein, avec des noms écrits de façon très graphique. Et ça donne envie de le faire lire à l'enfant, de faire dire non à l'enfant. Et on voit l'agresseur se modifier, passer de l'enfant, du copain dans la cour de récré à l'adulte qui devient menaçant. Et j'ai trouvé ça vraiment très fort. Et j'imagine que même pour un livre où il y a peu de pages, peu de mots écrits, quand le but est comme ça de parler aux petits de leurs droits, il doit y avoir quand même une grosse réflexion derrière. Ouais. En fait, ce livre, il est né d'une expérience que je fais quand je vais dans les écoles. Je vais dans les écoles pour prévenir les enfants des violences sexuelles. Et en fait, je viens leur dire tout simplement que personne n'a le droit de toucher leur partie intime. Et que je leur dis que personne n'a le droit de toucher leur partie intime à partir du moment où ils sont autonomes, etc. Et donc là, tout d'un coup, les enfants me posent plein de questions et tout. Et puis, il y a souvent une question qui revient, c'est « Mais alors, attends, quand on nous donne une fessée, est-ce que c'est une agression sexuelle ?» Et là, je leur dis qu'on n'a pas le droit de leur donner de fessée. Je leur dis qu'on n'a pas le droit de les frapper. Et là, tous les enfants tombent des nues. Mais c'est un truc de fou. Tous les enfants sont là. Oh attends, moi, mon père, il me frappe. Hein. Ah moi aussi. Hein. Et je suis là, c'est fou, mais en fait, ça peut vous paraître fou, mais on n'a pas le droit. C'est interdit de frapper les enfants. Et puis parfois, il y a des questions comme ah ouais, mais attends, mais si on l'a vraiment cherché, des questions comme ça, si on l'a vraiment cherché, si on l'a vraiment mérité, si on a fait une grosse bêtise et tout ça. Et donc, je me suis rendu compte que les enfants étaient victimes de violences à fond, quoi. C'est pas quelque chose que je me rendais pas compte à quel point c'était normal, en fait, pour eux, encore aujourd'hui. Après cette loi de 2019, je pensais que c'est vrai que ce petit livre, il est... je pense qu'il va intéresser les familles parce qu'on apprend aux enfants à pas faire mal aux autres. On dit on n'a pas le droit de te pincer, on n'a pas le droit de te mordre, on n'a pas le droit de te griffer, on n'a pas le droit de taper. Donc on voit bien que nos enfants sont toujours un peu violents avec les autres. Donc on n'a pas envie qu'ils soient violents, on a envie de leur apprendre à ne pas l'être. Et puis tout doucement, en effet, on va vers on n'a pas le droit de te frapper si tu as fait une grosse bêtise. On n'a pas le droit de te donner de fessée pour te punir. Et puis ensuite, les violences psychologiques. On n'a pas le droit de te menacer, de te dire des mots qui te blessent, des mots qui te font peur, des mots qui te font te sentir mal, tout ça. Et en effet, c'était bien réfléchi, tout ça. C'était bien réfléchi. Oui, ça se sent. Ça se sent. Et merci de faire ce travail et merci de faire ce que tu fais donc depuis maintenant plus de presque 5 ans, en fait. Mm-hmm. D'aller dans les écoles, tu as rencontré en fait des milliers, on peut dire des milliers d'enfants. Ouais, carrément, ouais. Mm-hmm. Et tu prolonges cet engagement aujourd'hui donc avec 1000 miettes. Et c'est vrai que quand j'ai reçu le communiqué de presse, je suivais de loin ton travail avec évidemment beaucoup d'admiration. Je me suis dit, waouh, elle y va à fond, quoi. Et je t'ai vu lire dans une interview, je pensais que Le Loup allait être un projet unique et que j'allais revenir à mes moutons. Et peut-être que finalement, j'ai changé de mouton. T'as changé de mouton ? J'ai complètement changé de mouton. En fait, avec Le Loup, je suis allée au bout du bout du bout. J'étais enceinte pendant toute la promo du Loup. J'étais un des visages de la campagne d'appel à témoignage de la Civise. Donc, j'ai été vraiment sollicitée dans plein de médias parce que c'était une année où on parlait beaucoup d'inceste et tout ça. Et ensuite, j'ai continué, mais vraiment, je voulais que tout le monde sache que cet outil existe. Je voulais vraiment qu'il se retrouve dans toutes les petites mains et tout ça. Donc, j'ai continué jusqu'au bout. Ensuite, quand mon enfant est né, je suis allée dans les ministères, parce qu'on m'a invitée dans les ministères pour aller parler de tout ça. J'étais avec ma fille au sein, en rendez-vous, dans plein de ministères. Je disais, moi, je vais faire un outil, c'est ça qu'il faut faire. Et voilà. Et quand j'ai senti que j'étais allée au bout de cette histoire-là,
Et puis, quand j'ai aussi un petit peu senti que dans les ministères, ça allait pas bouger beaucoup, j'ai eu une période où je me suis dit, bon, là, c'est bon, je crois que j'ai fait tout ce que je pouvais. Je vais revenir à la musique. Où est-ce que j'en étais? Attends, j'ai un album qui est vraiment presque fini, avec plein de chansons. En plus, des chansons super, qui sont dans la veine du loup, en français, limpide et tout. Elles sont trop belles, j'ai trop hâte de les faire. Mais nous, on a hâte de les écouter aussi. Et du coup, je me suis dit, allez, je retourne là-dessus. Et en fait, j'ai pas réussi du tout. Ça n'avait aucun sens de retourner en studio. Ça n'avait aucun sens de revenir à moi, en fait. C'est comme si j'abandonnais un bateau qui était en train de couler ou un truc comme ça, quoi. Et en fait, à partir du moment où j'ai décidé d'y retourner, là, je me suis retrouvée alignée. Ah oui, en fait, donc, je dois juste accepter que c'est ça qui m'habite en ce moment. T'avais pas fini? Exactement, j'ai pas fini, ouais, c'est ça. T'as aussi vécu des revers, des déconvenus, pour côtoyer depuis plusieurs années des militantes, notamment féministes ou antiracistes. Je sais à quel point le milieu, quand tu rentres dans l'activisme, quand tu tentes de convaincre, comme tu l'as fait, des politiques, de faire des lois, de changer les façons de faire, c'est très dur, en fait. Tu te prends des déconvenus. Par exemple, je trouve que c'est important de rappeler que la Civis, ce collectif dont tu as fait partie et qui a permis de recueillir des milliers de témoignages d'inceste a été dissous dans des circonstances un peu étranges fin 2023, que le juge Durand, en qui toutes les victimes semblaient avoir confiance, d'un seul coup a été écarté. Ça a été quelque chose de très violent, j'imagine, pour toi et pour les autres. C'est hyper violent et ça peut complètement démoraliser, en fait. Après, surtout une période où on a l'impression d'avancer. Et moi, je suis nouvelle en plus dans le game, j'allais dire. Quand je me suis rapprochée de Rada Hatem, de la Maison des Femmes, pour sortir Le Loup, et que justement on était en 2021, que le livre de Camille Kouchner venait de sortir, je me souviens qu'elle me disait « Vite, Maïlan, vite, faut qu'on sorte ton livre maintenant ». Elle voulait que je trouve un éditeur tout de suite, qu'il fallait le sortir la semaine prochaine. Et moi, j'en étais pas j'étais pas dans la même temporalité parce que j'avais tout un process personnel avec cette sortie-là. J'avais un process à respecter au niveau de ma famille, au niveau de mon cheminement à moi, mais je me souviens de sa peur. Je me souviens de sa peur. Elle avait peur que ça se referme. Que la fenêtre se referme. Exactement. Ouais. Et cette peur-là, elle la connaît très bien parce qu'elle est là depuis très longtemps. Ouais. Et moi, je débarquais. Et c'est vrai que 2021, année de grâce, tout le monde se met à parler de ça, etc. On a l'impression d'avancer. Moi, avec Le Loup, je me disais, mais oui, je parlais à toutes les assos, j'ai rendez-vous dans les ministères, qu'est-ce que je dis, qu'est-ce qui se passe, qu'est-ce qu'ils sont en train de faire. J'avais des documents interministériels de tout ce qu'ils étaient en train de faire. Je m'étais fait des listes, des demandes, etc. Je me disais, allez, on va y arriver, j'y vais, les gars. Et puis, en fait, quand on voit l'immobilisme, c'est démoralisant. C'est complètement démoralisant. Et c'est pour ça que je suis retournée sur le terrain, en fait. J'avais pas du tout prévu d'aller parler aux enfants, moi. Je me sentais pas légitime déjà de le faire. Je connais plein d'enfants, je sais parler aux enfants, mais j'ai aucune, formation pro d'animateur avec les enfants. Animatrice, plutôt. Et puis surtout, je me disais, mais c'est nul, je vais pas prévenir 20 gamins. Moi, ce que je veux, c'est qu'on prévienne toute la France. C'est pas suffisant, c'est trop petit. Mais je me suis dit, en fait, je vais aller voir ce qui se passe. Qu'est-ce qui se passe? Pourquoi on ne prévient pas les enfants? Ça me semblait quand même assez facile, ce qu'il y avait à faire. Il faut juste leur dire 3 infos et demie, c'est pas un truc de fou, Et je me disais, mais pourquoi personne ne leur donne ces infos? C'est vérifié, c'est validé, c'est même voté dans la loi qu'il faut faire ça, que ça peut améliorer les choses, de faire de la prévention auprès des enfants. C'est dans la loi de 2001, la loi Aubry sur les VARS. Oui, qu'on a du mal à voir appliquer. D'ailleurs, quand on voit les levées de boucliers, quand il s'agit de parler de sexualité aux enfants dans les écoles, c'est un délire. C'est là qu'on voit que c'est extrêmement verrouillé.
Exactement. Et je me disais, mais est-ce que... mais moi qui arrête pas de dire c'est ça qu'il faut faire, c'est ça qu'il faut faire, est-ce que c'est ça qu'il faut faire? Est-ce que je suis pas complètement inconsciente? Je suis allée le faire pour voir si c'était ça qu'il fallait faire. Donc, je suis allée dans les classes faire un atelier de prévention pour voir la réaction des enfants. Est-ce que je dis n'importe quoi? Est-ce qu'ils vont tous avoir peur? Est-ce qu'ils vont devenir fous, etc. Et en fait, pas du tout. Ça se passe hyper bien. C'est hyper cool. Quand je fais une séance de prévention, les enfants adorent. Les enfants prennent ces infos comme un trésor, en fait. C'est des infos qu'on leur dit jamais et qui sont de l'ordre de la protection. Un enfant, ça lui fait pas peur qu'on vienne lui donner des règles de sécurité. Ça le sécurise, au contraire. Tu parles à des enfants qui ont quel âge? Je vais dans les classes élémentaires, de CP à CM2, principalement. Et qu'est-ce qui fait, tu penses, que toi, t'as pu le faire, qu'on t'a laissé le faire? Et qu'est-ce qui fait que tu as su le faire, que tu sais le faire, que tu y arrives? Alors, comment ça? Comment j'ai pu? Moi, en fait, dans un coin de ma tête, je pense que les outils que tu as créés, que ce soit le livre ou la vidéo qui l'accompagne, et même la petite affiche de prévention avec cet univers coloré d'aquarelle, en fait, il y a une démarche artistique. Ouais. Et je trouve que c'est une approche assez unique, c'est-à-dire que tu as à la fois un regard très, très lucide, presque objectif, légal. Toi, tu cites des lois, mais en même temps, ça fait pas peur, en fait. Oui, parce que c'est coloré, parce que c'est doux, parce que c'est clair, parce que c'est simple, et parce que c'est une voix profonde, quoi. C'est la voix d'une artiste, en fait. Ouais, ok. Bon, je crois que tu as répondu à cette question. J'ai répondu à la question, c'est bon. mais ce que je voudrais ajouter, c'est que je crois que ce qui a fait que j'ai pu le faire, c'est que, ayant été victime moi-même, je suis restée connectée à mon ressenti d'enfant. Donc, je sais comment parler à un enfant de ce que ressent l'enfant agressé, en fait. Et je crois que là, c'est là que se loge la qualité de ce travail. C'est que, de par mon expérience, je sais qu'il faut être doux avec un enfant. Je sais qu'il faut lui parler tranquillement des choses. Je crois qu'il y a je vais répondre aussi à la deuxième question qui était comment, je crois. Et le comment, c'est la posture. Et je crois que ça, c'est hyper important. Donc, on a l'outil et la posture. Et ça, c'est une personne qui m'a parlé de ça dernièrement en voyant des extraits de mes interventions, Marion Querc. Elle m'a dit, c'est ta posture qui fait que c'est juste. C'est qui Marion Querc? Je ne connais pas. C'est une spécialiste des droits de l'enfant qui s'intéresse à ce qui se passe en Suède et qui nous parle beaucoup de ce qui se passe en Suède, là où les droits des enfants sont bien plus respectés, bien plus pris en compte. Et sur ta posture, elle disait quoi? Elle disait que je me mettais à hauteur d'enfant, que j'étais attentive, respectueuse, douce, ouverte, que j'accueillais ce qu'ils ressentaient, ce qu'ils avaient à dire, et puis en gardant quand même ma ligne de conduite, ce que moi j'avais envie de leur donner comme information. Donc de garder ma position d'adulte, mais en étant à hauteur d'enfant, quelque chose comme ça. Mais il y a quelque chose de particulier dans ton vécu, dans ton histoire, c'est que contrairement à beaucoup de victimes de violences sexuelles dans l'enfance, tu l'as jamais oublié que tu avais vécu ça, quand tu avais 7 ans, je crois. Et c'est vrai que c'est troublant de t'entendre dire que tu es restée en contact avec la petite fille que tu étais à l'époque, que tu lui as jamais vraiment lâché la main, quand on sait que énormément de victimes de violences sexuelles dans l'enfance souffrent d'amnésie post-traumatique et justement perdent complètement de vue cet enfant-là. Est-ce que c'est quelque chose, tu crois, qui t'aide, en fait, ou qui t'a toujours aidé de pas perdre la mémoire? Je sais pas. Je pense que j'ai été complètement dissociée quand même. Hein. Je pense que j'ai été dissociée et que j'ai quand même mis ça dans un petit coin. J'ai pas oublié, mais j'ai mis ça dans un coin pour survivre, en fait, pour continuer. Donc, je pense que
je suis restée connectée. Je sais pas, peut-être que c'est pas si vrai que ça. En tout cas, ouais, c'est assez bizarre parce que j'ai l'impression toute ma vie d'avoir été très émotive et à la fois complètement déconnectée de mes émotions. C'est très bizarre, j'arrive pas à savoir exactement où je suis. Mais c'est sûr que j'ai eu plein de symptômes qui sont des symptômes post-traumatiques, de dissociation, de me sentir complètement à côté de la plaque, par exemple, dans des événements d'enfants où tout le monde est joyeux, tout le monde est content. Enfin, je dis d'enfants, mais même d'adultes, même plus tard. Des fiestas, tout le monde est à fond et tout. Puis moi, je suis complètement, je sais pas, déphasée, incapable de rentrer dans la danse, quelque chose comme ça. Et puis parfois, oui, mais à outrance. Je sais pas, j'ai pas fini d'explorer tout ça, clairement. Mais en tout cas, avec le loup, c'est peut-être le moment où je me suis reconnectée à moi enfant, finalement. Ouais. Je crois que c'est peut-être ça qui s'est passé, parce que j'avais minimisé le problème. En grandissant, il s'est passé plein de choses. J'ai fait plein de choses. J'ai eu une carrière musicale. J'ai eu mon amoureux. J'ai eu des enfants. J'ai construit, en fait. J'ai construit, mais je crois que j'avais éteint cette grande souffrance, ce sentiment d'abandon, cette perte de confiance. Je l'avais éteinte et je m'étais complètement refermée. Il y a une phrase que tu as dite qui m'a beaucoup touchée parce qu'elle me parle, en fait. Tu as dit « Je pensais que je gérais, et d'ailleurs, je gérais ». Ça, je pense que ça peut parler à beaucoup de femmes parce qu'en fait, le fait est que souvent, malgré tout, en fait, on gère, quoi. Ouais. Et tu gérais. Ouais. Chacun gère comme il peut, en fait. Ouais, c'est ça. Je suis hyper bienveillante avec toutes les personnes qui ont vécu des violences et qui sont un peu bizarres, un peu chiantes, un peu psycho. Chacun gère comme il peut. On a le droit, en fait. C'est carrément notre droit. J'adore que tu dises ça. Dans Le Loup, tu parles du secret poison. Et c'est vraiment très intéressant la façon dont tu montres que la violence en elle-même est source de mal-être. Mais ce qui s'installe, ce qui rend profondément malheureux, c'est ce secret poison. Tu te rappelles du moment où tu t'es rendu compte pour la première fois que tu portais ce secret poison-là ? Direct, dès le début. Ouais. Je me rappelle que j'étais agressée. J'ai tout de suite su que c'était bizarre. Direct. Et puis, je sais pas, ouais. J'ai tout de suite su que c'était bizarre et j'ai rien dit. Et c'était un secret poison tout de suite. C'était un secret poison parce que, je voulais pas. Déjà, j'étais pas sûre que j'avais le droit de. Enfin, je crois que je voulais pas. Ma plus grande peur, c'était de pas faire exploser la famille. C'est vraiment juste ça. J'avais peur que tout le monde soit triste. J'avais peur que mon père tue mon grand-père. J'avais peur que ma grand-mère se retrouve toute seule et qu'elle soit triste, que ce soit de ma faute. J'avais peur que ma mère soit triste. J'avais peur, je sais pas moi, que tout soit de ma faute. En fait, quand tout ça, c'est votre... quand tout ça, c'est votre vie, l'enfant, il n'a pas du tout envie de faire exploser sa vie, quoi. Donc c'est aussi simple que ça, en fait. C'est aussi simple que ça. Et donc, j'ai tout de suite su que c'était un secret poison, c'est sûr. Et puis après, on rentre dans des milliards de questions. Et puis on est mal à l'aise, et puis on est dans l'évitement. Moi, j'étais dans l'évitement avec ce grand-père. Donc en fait, il m'a pas agressée tant que ça, parce que je pense que j'étais dans une espèce de
d'évitement constant, un peu ninja. Et du coup, il a dû sentir que peut-être qu'il fallait pas trop qu'il insiste. Je sais pas, c'est ce que je me dis. Hein. Je sais pas du tout. Je sais pas du tout si j'ai raison. Je dis pas ça pour me donner un beau rôle, mais je pense qu'il y a un peu de ça. On sait bien que les agresseurs, c'est des lâches. Ils vont pas trop se mettre en danger, peut-être. À un moment donné, ce secret, tu l'as déposé quelque part. Ouais. Et donc après, en fait, ce secret, j'ai toujours su que c'était que c'était un secret, et j'en faisais mon affaire. En fait, j'avais compris. Quand j'avais 13 ans, ça allait super mal. Ça allait super mal. J'ai eu un passage où je pleurais tous les jours, où je me sentais pas bien. Je me disais, ok, là, c'est pas normal, ça doit être lié à ça, ou en tout cas, peut-être que c'est une piste. Je me souviens aussi m'être dit, là, je vais pas bien, je sais pas trop ce que c'est, et peut-être que c'est bien pratique de tout mettre sur le dos de cette histoire. Un truc comme ça. Je me souviens à 13 ans m'être dit un truc comme ça, mais je me suis dit, bon, allez, je me la tente, je vais aller en parler à ma mère. Et donc, moi, avant ça, il a fallu que je prenne quelques petites infos à droite à gauche pour me dire que j'avais bien raison, que c'était hyper grave, que ce qui m'était arrivé, parce que voilà, un enfant se sent jamais légitime. Il se dit si... un enfant n'a pas ces infos-là, donc il peut pas, il sait même pas nommer ce qui lui arrive. Donc, il a fallu que je récolte quelques petites infos à droite à gauche pour me rendre compte que j'avais raison de me sentir mal, que j'avais le droit d'en parler. Et donc, je l'ai dit à ma mère. Et ce jour-là, ma mère a dit « moi aussi ». Et elle n'a rien fait. Voilà. Alors ça, c'est pas cool pour ma mère de dire ça. Mais je le dis souvent parce que c'est important de le dire. Je le dis souvent parce que c'est important de le dire, parce que c'est ce qui arrive dans 92% des cas, je crois. Quand un enfant parle, l'adulte à qui il parle ne fait rien. Et ce que je dis aux enfants, parce que je leur raconte mon histoire, ce que je dis aux enfants, c'est que ma mère, c'est pas une mauvaise mère. Ma mère, elle était là pour me défendre à toute occasion. C'est une super mère, vraiment une mère lionne même, qui, si on me volait ma trousse, elle allait retourner à l'école pour retrouver la trousse. Donc voilà, et c'est juste un adulte qui, à ce moment-là, n'a rien pu faire. Parce qu'elle était comme paralysée, bloquée. Et il y a beaucoup d'adultes qui se retrouvent dans cette situation-là, quand on leur révèle des histoires comme ça. C'est ça que je dis aux enfants, vraiment pour qu'ils comprennent que ça peut arriver, ça arrive même souvent, et donc je les invite à trouver un autre adulte de confiance, jusqu'à ce qu'ils en trouvent un qui les aide. Mais là, il y a aussi le fait que ta mère, elle était victime elle aussi, qui peut expliquer son incapacité à réagir. Ça venait contredire son propre silence. En fait, ce moi aussi, il avait plein de sens. Parce que ce moi aussi, c'est le MeToo, mais le MeToo complexe. Parce que quand j'étais petite et qu'elle m'a dit moi aussi, ça veut dire qu'en fait, toi aussi, et tu m'envoyais chez les grands-parents tous les week-ends et toutes les vacances. Tu vois ? Donc, il y avait quelque chose aussi de... Moi aussi, et donc, je t'envoyais dans la gueule du loup, en le sachant. C'était galère, ça. C'était comme une espèce de trahison, d'abandon. Ensuite, il y a eu le moi aussi, ça m'est arrivé, et tu vois bien que j'en fais pas une affaire d'État, j'en fais pas un fromage, tranquille, RAS, qui me montrait un peu le chemin de, c'est pas la peine d'en faire un fromage, quoi. On laisse tomber. Et puis ensuite, petit à petit, en grandissant, j'ai compris ce moi aussi. Ce moi aussi, c'est moi aussi, je suis dissociée. Moi aussi, je suis désolée, mon amour, mais je peux rien faire, en fait. À cet endroit-là, ce petit endroit-là, mon fusible a sauté. Je suis dans une incapacité totale de réagir. Mais alors ça... Le travail le travail que tu as dû faire pour arriver à ce pardon, c'est ça. C'est magnifique, c'est très émouvant. Ouais, c'est sûr. Mais après, elle s'est rattrapée, si j'ai bien compris. Elle a quelques années plus tard pris la décision de parler à ta famille de ce qu'elle avait vécu, elle. Alors ça, c'est...
Ça, c'est pas se rattraper, parce que ça, c'était elle. C'était elle et sa survie. C'était son histoire à elle. Quand elle en a parlé à la famille, c'était le gros bazar. C'était horrible. C'était horrible et en même temps tellement courageux et tellement balèze et tellement bravo. Mais je pense qu'elle s'est rattrapée à un autre moment qui est encore plus génial. C'est que on a beaucoup débriefé de tout ça, surtout quand j'étais en train de faire le loup. Quand j'étais en train de faire le loup, j'ai écrit l'histoire, dessiné l'histoire, toutes les aquarelles. Et puis pendant ce temps-là, je m'abreuvais de podcasts, le podcast de Charlotte Pudlowski, le livre de Dorothée Ducy. Donc je me documentais en fait. Et j'étais soutenue par Rada Hatem, par la Maison des Femmes. Je faisais un travail vraiment de recherche et donc je prenais de la hauteur et là on a commencé à avoir une conversation avec ma mère à un endroit où il n'y en avait jamais eu, parce que le moment où elle l'a révélé à la famille, elle l'a juste évoqué et elle a souhaité que ça s'arrête là. Donc en fait finalement ce moment-là c'était bien, parce que du coup, moi, ça m'a permis de plus faire semblant auprès de tous, ce qui est pas rien quand même. Ouais, parce que du coup, tu portais de secrets, quoi. Ouais, moi, je faisais semblant, mais c'était horrible, à toutes les fêtes de famille. Je devais... dans la chanson du loup, je dis « je vais pas dire merci ». C'est une phrase à la con, mais c'est juste « tu dois dire merci quand on te fait un cadeau. Tu dois dire « joyeux Noël ». Tu dois dire « bonne année, bon anniversaire ». Tout ça, tout ça, c'est douloureux quand tu es avec l'agresseur. C'est des phrases obligatoires. Et puis tout le monde te regarde tordu si tu dis pas bonjour, des choses comme ça. C'est vraiment un quotidien qui est hyper compliqué. On sait que les victimes qui restent en contact avec leur agresseur ne peuvent pas s'en sortir. Je sais plus comment ça s'appelle, le système agresseur, rester en contact avec le système agresseur. Donc, nous, on est une famille super unie, on est une tribu, on est toujours ensemble. Il y avait des fiestas toutes les 5 secondes, avec le grand-père au milieu. Et donc, finalement, elle l'a évoqué, oui, peut-être, mais tout a continué pareil, en fait. Donc ça a été mon 3e trauma, je crois. Je m'en suis rendu compte après. Je me suis rendu compte après que c'était super anormal que personne ne dise rien après une info pareille, quoi. Et je crois que personne ne disait rien par... délicatesse, par paralysie, une fois de plus. L'info est tellement complexe à gérer et pour tous. J'ai débriefé de tout ça avec chacun après, hein, t'imagines bien, là aujourd'hui, quand je parle que de ça, c'est assez inévitable. Ouais, mais tu sais, en t'écoutant, je réalise à quel point c'est précieux, parce que le fait que tu partages ça avec moi, avec nous, en fait, c'est tellement rare. C'est-à-dire que je pense qu'il y a beaucoup de familles où ce genre de choses se nouent, mais ça reste fondamentalement caché derrière les portes et les volets. Et le fait que tu ouvres cette porte, Ouais. je pense que ça peut aider tellement de gens. Enfin, c'est ce que tu fais déjà, mais c'est... Merci. C'est ça qui est ça. extraordinaire dans ta démarche, c'est d'avoir eu la force de dire... viens, on en parle, quoi. Ouais, viens, on en parle, mais viens, on en parle tout le temps. Ce que je disais qui était réparateur avec ma mère, c'est super beau, c'est que donc au moment où j'écrivais toutes ces chansons autour du loup en français, là, j'avais besoin de limpidité. C'est un moment où je me suis entourée de femmes, parce que dans la musique, j'étais qu'entourée d'hommes, et tout d'un coup, j'avais besoin de femmes. J'ai appelé toutes mes copines, j'avais envie de faire un projet avec des femmes. Je ne l'ai pas fait, finalement, j'ai écrit ces chansons-là. Et dans ces chansons-là, il y a une chanson qui s'appelle « Notre intime », qui est une chanson pour ma mère. Et qui dit à ma mère, en fait, je comprends. Ok, je comprends. C'est une chanson qui lui dit, en quelque sorte, je te pardonne, quoi. Voilà. Sauf que moi, cette chanson, elle était dans mon disque dur. Et j'avais prévu de lui offrir. Et comme je disais tout à l'heure, donc pendant que je faisais le loup, je me documentais et tout ça. Et c'est le moment où j'ai repris contact avec ma mère. C'est-à-dire qu'on n'a jamais perdu contact. On a toujours été super souvent ensemble à toutes les fêtes de famille. Mais en surface, je ne m'étais pas rendu compte à quel point notre relation s'était
distendu, en fait, à quel point on n'entrait plus jamais en profondeur. Il y avait un tel trou qu'on n'avait plus accès l'une à l'autre. Et en fait, avec ce travail du loup, avec ce partage, on partageait des bouquins, des podcasts, puis ensuite on en parlait, etc. Et puis un jour, on a eu une énorme conversation qui a duré des heures et des heures. On marchait dans la rue comme ça. Et puis là, il y avait tellement de mots à mettre dans ce trou de silence. C'était fou, quoi. Et du coup, on s'est retrouvés, on a beaucoup parlé. Et puis moi, j'arrivais aussi à dire tout ce que je ressentais, chose que je ne savais pas faire avant. Je ne savais pas parler. Et puis là, j'avais plein de... des cris, de mots, de paroles avec moi pour me soutenir, pour me conforter, pour me dire que ce que je ressens, c'est légitime, c'est légitime et OK, quoi. Et du coup, un jour, ma mère m'a envoyé un mail sublime, un mail très complexe avec plein de phrases dedans, plus ou moins compréhensibles. Et à la fin du mail, elle me dit « Et comme tu as toujours tendance à comprendre le contraire de ce que je dis, je te demande pardon. » Et c'était complètement fou, parce que ce mail est arrivé, je ne sais pas, quelques semaines avant son anniversaire, le moment où j'avais prévu de lui offrir cette chanson. Donc c'était un moment de... Ouais, c'est ouf. Franchement, c'était incroyable. C'est hyper beau. Mais c'est vrai qu'on te voit là aujourd'hui avec une immense sagesse en fait et une grande compréhension des rouages, aussi bien les tiens que ceux de tes proches. Mais tu reviens de loin en fait et tu as travaillé pendant très longtemps. Avant le loup, il y a eu toute une période, tu dis parfois que autour de 2016, donc en fait t'as sorti en 2018 un album qui s'appelle Autopilote. Ouais. Et je crois que cet album, c'est un peu celui de la transition, si j'ai bien compris, où tu as eu un espèce d'empêchement d'être, tu dis, qui t'a poussé vers la thérapie. Avec le recul, est-ce que tu dirais que ce moment-là, en fait, ce moment de détresse, c'est le moment qui a été le déclic pour t'amener là où tu es aujourd'hui? Ouais. En fait, dans Autopilote, il y a plein de choses dedans. Autopilote, c'est moi qui dis « Je vais mal !» mais en mode festif, parce que c'est un album électro, super bonne ambiance. Ouais. Après, il y a quelque chose de très chaotique, il y a beaucoup de jeux de mots. Enfin, il est assez grisant à écouter. Là, je me suis fait des grandes marches dans Paris avec mon chien, avec ton album dans les oreilles. Il donne envie de marcher vite. C'est le gros bazar. Ouais. Donc, tu savais pas très bien ce que tu disais, en fait. Non, en fait, là, c'est moi qui exprimais tout ce que je ressentais. Autant sur le premier album... il y avait quelque chose de festif. J'étais tellement contente de faire de la musique et quelque chose d'assez assez foufou. Sur Autopilote, j'étais là. Alors, qu'est-ce que je dis? Mais ça va pas. J'essayais juste d'exprimer ce que je ressentais. Et c'était tellement le bazar. Je comprenais rien, quoi. Et ouais, il y a eu un moment où j'ai perdu pied, en fait. Bah là, toute cette période-là, la période de l'écriture de cet album... C'était quoi cet empêchement d'être? C'était une dépression? Je sais pas, je crois. Et en même temps, je faisais plein de trucs, j'étais hyper joyeuse, j'étais un peu en tournée, j'ai fait une énorme tournée avec... j'ai fait plein de choses, j'étais très, très active, très vivante, voilà, mais il y avait un empêchement d'être, il y avait quelque chose qui m'empêchait. Je saurais pas comment décrire. Ouais, c'est comme un peu ce que je disais tout à l'heure où tout va super bien, mais en fait toi tu vas pas bien et tu sais pas pourquoi, donc tu culpabilises, tu comprends pas. T'as l'impression d'être à l'envers. Je pense que j'avais pas accès à moi et puis moi, je sais pas trop comment expliquer ça.
Mais il y a en tout cas eu quelque chose de suffisamment fort pour que tu dises, faut que j'aille voir un psy. Ouais, ça allait pas. Et puis il y a eu des épisodes où vraiment j'ai eu l'impression de perdre pied. Moi, j'avais un enfant donc à cette époque-là. Aujourd'hui, j'en ai 3, mais à l'époque, j'en avais un. Et il y a un moment où j'ai senti que j'étais instable et que ça pouvait être même dangereux pour lui. Quelque chose comme ça où je me sentais branlante. Je me sentais pas être quelque chose de, je sais pas, de stable pour lui. Et lui, je sentais que ça l'affectait. J'ai eu des épisodes bizarres où je comprenais pas. Je comprenais pas. Enfin, je sais pas, ça allait mal en fait. Et puis moi, depuis toujours, j'écris quand ça va mal. C'est un peu la technique pour... allez, je pose. Alors, qu'est-ce qui se passe ? J'ai ça. Puis dès qu'on le pose et qu'on le voit, on fait bon, allez, ça va. En fait, dès que c'est visible, dès que c'est des mots, on se dit, ok, bah, c'est ça que je ressens, tout va bien, etc. Et là, donc je me souviens, j'écrivais, je remplissais des pages et tout. Je me disais, allez, technique, j'y vais et tout, je remplis. Ça marchait pas. Je dessinais, j'ai fait beaucoup d'autoportraits, autoportraits flippants. J'essayais d'exprimer comment je me ressentais. Donc c'était de comment je me sentais, des trucs. J'avais un poids sur la tête, j'avais les mains attachées, des portraits un peu comme ça. Voilà, et je me souviens qu'à ce moment-là, et puis j'ai eu un épisode un peu à la Britney Spears, mais pas non plus totalement, mais je me souviens que je me suis coupé les cheveux n'importe comment. Et puis c'était juste avant de partir sur une méga tournée géniale avec M83. Je me coupe les tout petits cheveux comme ça, un peu en mode sabotage. Ouais. Et je me disais, mais n'importe quoi là, c'est quoi ce bazar ? Et parallèlement à ça, y avait ma cousine qui était en thérapie, une de mes meilleures amies qui était en thérapie, puis je voyais le bien fou que ça leur faisait. Je me disais, bon, est-ce que j'irais pas voir un peu là ? Moi, j'avais encore à l'époque cette image d'aller voir un psy, ou c'est pour les fous, ou c'est pas pour... Ou même, c'était même pas pour les fous, mais c'était juste, je suis quand même assez forte pour gérer toute seule. Il y avait un truc où j'étais forte, en fait. Et t'avais l'art aussi, j'ai l'impression que... T'es outillée quand tu dis j'écris, je dessine. C'est des choses que souvent on apprend à faire tard dans sa vie ou on réapprend à faire parce que quand on est petit on dessine spontanément. Ouais, mais après on oublie. Mais ça t'a probablement aussi aidé à tenir pendant toutes ces années d'avoir cette faculté à formuler, dessiner tes émotions. Certainement, ouais. C'est juste qu'à un moment donné ça suffisait plus. Suffisait plus, c'est exactement ça. Et ça, c'est ce que je dis aux enfants dans les écoles justement. Continuez à dessiner, continuez à chanter toute votre vie, n'oubliez pas. Et et là, ça suffisait pas. J'ai tout essayé. Je dis, je dessine, j'écris. Non, ça marche pas, au secours, qu'est-ce que je fais ? Et donc, j'ai commencé une thérapie. Et donc, je suis arrivée. Alors, le step de prendre le rendez-vous, tout ça, là, c'était long. Allez, je suis arrivée. Et puis, j'ai demandé un numéro d'un thérapeute à une personne de grande confiance. Un thérapeute pas loin de chez moi. Et puis là, j'arrive et en fait, c'était un homme d'un certain âge. Et en fait, moi qui ai été agressée par mon grand-père, mais en fait, j'avais une espèce d'aversion pour les hommes d'un certain âge, en général. Et donc, je me disais, mais qu'est-ce que je me fais comme lutte ? Et finalement, ce thérapeute était génial et il m'a comme réconciliée, justement, avec eux. C'était une psychanalyse ? C'était une analyse, ouais. Et donc, j'arrive et je lui parle de ça. Je dis, bon, j'ai quand même 2-3 points de départ, là. Je vais poser les trucs. J'imagine que c'est pas que ça, la source de mon mal. J'imagine qu'il y a bien d'autres choses. Mais je vais quand même partir de là, parce que je sais que ça, c'est quand même un point qui est peut-être un peu considérable. Donc, je lui dis, voilà, j'étais victime d'inceste, je lui raconte tout le truc. Et puis là, il me dit, bon, peut-être qu'on peut se voir 3 fois par semaine. Je dis, alors, ça va pas être possible, en fait. Donc, on n'a pas fait ça. On s'est vu qu'une fois par semaine, mais on a travaillé sur ça. C'était ça et ça. On a tourné autour de ça. Et finalement, je me suis rendu compte, en travaillant autour de ça, à quel point ce problème avait coloré ma vie entière, en fait. À quel point toute ma relation au monde avait été empoisonnée. Je me rendais pas compte que j'allais mal. Je pensais que j'allais bien. Quand je te dis que je sais même pas comment expliquer comment j'allais mal, pour moi, c'était un état constant. Je pensais qu'on avait tous à dealer avec cette espèce de truc relou,
de forme de dépression, en fait. Je pense qu'on avait tous qu'on était tous un peu sur le même bateau à ce niveau-là. Je pensais pas qu'on pouvait aller bien. Je savais pas que ça existait. Ça me parle tellement ce que tu dis. Il y a cette phrase que tu écris dans Le Loup, « Regardant mes plaies, c'est plus grave que ce que je croyais. » Ouais. C'est ça. Tu as pris conscience de ça à ce moment-là, en fait. Mais j'imagine que ça a duré combien de temps, cette analyse? Ça a duré 6-7 ans. Ouais. Et on a beaucoup travaillé autour du rêve. Je faisais toujours le même rêve, avec différentes formes. Le rêve, c'était moi qui prenais la parole et qui disais haut et fort que mon grand-père était un agresseur. Et c'était moi qui grandissais. C'était toujours super angoissant, en fait. C'était un moment un peu horrible parce que c'était moi qui grandissais et puis il y avait une espèce de gêne, malaise total. Puis lui qui rapetissait, puis les autres autour. C'était toujours un peu ce rêve-là de moi qui essaye de le dire ou qui le dit fort, mais trop fort. Un peu comme ça, en violence. Un peu comme dans Festen, ou je sais pas, un truc horrible, quoi. On voit bien que la scène dans Festen, on n'a pas envie de la vivre, cette scène-là. Elle est trop horrible. Trop gênant. Exactement. Et c'était toujours ce rêve-là horrible. Et on tournait autour du truc et je me disais, faut que je parle à mon grand-père, en fait. Mon grand-père, il était en train de vieillir. Il était en train de perdre la boule. Et en fait, ça devenait une mission. Il fallait que je parle à mon grand-père. Et c'était mon grand projet, et tout convergeait vers là, et c'était un peu comme le grand final de toute cette histoire. Et donc, je me disais, mais je vais pas aller parler à mon grand-père, aller dans son appart, il était dans un appart pour personnes âgées. Je me disais, je vais pas, moi, me transformer en agresseur, prendre mon métro, marcher jusqu'à là-bas, avec mon intention d'attaquer. Je vais pas prendre l'ascenseur, sonner, monter, toquer à la porte. Je me sentais agresseur de faire ça. J'allais pas prendre ce rôle-là. Je me sentais pas du tout... Puis lui qui était tout faible, qui était devenu tout faible, tout petit. Et en fait, c'est trop fou parce que... on s'est retrouvés en vacances avec lui. Alors, on peut trouver ça complètement fou, mais à l'époque, comme on était encore tous complètement paralysés, il y avait des moments où on se retrouvait en vacances avec lui. Et justement, j'étais vraiment... j'allais dans une maison de campagne parce que justement, je savais qu'il n'y avait personne, donc j'avais décidé d'y aller. Et puis au dernier moment, mon père me dit, je descends avec le grand-père et tout, voilà. Donc j'étais horrifiée parce qu'évidemment, j'avais aucune envie de me retrouver avec ce grand-père en vacances, avec mon fils et tout ça. Et puis en fait, je me suis dit, en fait, c'est le destin. On te l'amène. Exactement. Et je me suis dit, voilà, en fait, je vais le faire là, c'est l'occasion. Et ce sera pas une agression, ce sera une discussion, un moment, je vais trouver le moment. Donc je commence à chauffer et tout. Je me disais, ça montait, je me disais, je vais le faire. Et puis tout d'un coup, un jour, j'en parle avec mon père. Et je lui dis, écoute, là, je vais parler au grand-père, on va en parler. Et puis, en fait, c'était la première fois que j'en parlais avec mon père. Et puis, lui, il n'avait pas toutes les infos, il n'avait pas grand-chose et tout ça, donc on en parle. Et puis, moi qui avais toujours imaginé faire cette réunion avec mon grand-père en tête-à-tête et qui en avait très peur parce qu'on imagine bien que quand on est en tête-à-tête avec quelqu'un, il ne te reste plus que toi et ton souvenir, en fait. Ensuite, on ne sait pas ce que ça peut être de traumatisant. Parole contre parole, littéralement. Parole contre parole. Moi en solo, lui déclinant. Après, je reste toute seule avec mon truc. Je me disais, mais je vais me mettre un nouveau trauma au secours. Est-ce que c'est une bonne idée, etc. Qu'est-ce qu'il va me dire? Est-ce que ça va être horrible et tout? Et donc, par le hasard, ou plutôt peut-être parce que c'est moi qui ai fait ça, inconsciemment, j'ai l'impression d'avoir fait pas mal de trucs grâce à mon inconscient. Et mon père s'est retrouvé dans cette discussion-là. Il était là, il a repris sa place d'adulte protecteur. Wow. C'était ouf, franchement, c'était dingue.
Et là, voilà, on a parlé à mon grand-père. Et ce jour-là, mon grand-père m'a dit je te demande pardon. Donc il a pas nié, il a reconnu devant mon père. Tout ça, c'est pas rien, c'est complètement dingue. Et puis il a demandé pardon. Et puis voilà, quoi. Et donc, bon, là, on imagine que tout redevenait un petit peu à sa place. Moi, j'avais... Et puis en plus, comme je disais, mon grand-père était en train de vraiment glisser vers une forme de sénilité. Ce jour-là, tchuc, lui que j'avais plus jamais regardé dans les yeux depuis mes 8 ans, tac, on s'est regardé dans les yeux pour la première fois. Il était là, hyper lucide, 100% présent. C'était vraiment très rare. Et là, il a dit ça. Et donc là, bah voilà, pour moi, c'était tout s'est bien passé, encore mieux que dans mes, enfin même beaucoup bien mieux. mieux que dans tes rêves, j'allais dire. Bah ouais. T'es pas devenue ni toute petite ni immense, t'es juste restée toi, quoi. Exactement, ouais, ouais. Je crois que j'ai eu de la chance. Je crois. Ouais. Je crois qu'il y a une sorte de chance. Et en effet, je crois qu'il y a rien qui peut se passer avec la violence. Il y a rien qui peut bien se passer avec la violence. Ça, c'est un mot d'ordre que je me mets et que j'ai du mal à respecter, hein, parce que j'ai quand même des grandes colères. Très très grande colère. Bah surtout pour les gens qui connaissent ta musique, qui connaissent les choses que tu chantais. Enfin voilà. Mais même aujourd'hui, hein, j'ai l'air posée, là, j'ai l'air sage, mais je suis en colère. Je suis très en colère et cette colère grandit. Je crois que je m'apaise par rapport à mon histoire, mais je suis de plus en plus en colère par rapport à tout ce qui se passe dans la société, puisque aujourd'hui j'y ai accès. Avant, j'étais tellement empêtrée dans aller mal, dans moi-même, que j'arrivais même pas à prendre deux secondes de hauteur pour me rendre compte de l'impunité totale des agresseurs. Et ça me génère une immense colère, de plus en plus. Ça me fait penser à ce que disait Édouard Louis, à ce micro, ouais, où il disait qu'il pardonnait à toutes les personnes individuellement qui lui avaient fait du mal, mais que ça enlevait pas sa colère, au contraire. Ouais. Que sa colère était plus grande parce qu'elle est plus large, en fait. Ouais, ça me parle à fond. Ouais, mais évidemment que rien ne se répare dans la violence, je crois. Bon, c'est un peu... là, faudrait que je la médite un peu, cette phrase, mais je crois que la douceur, ça a été mon mot d'ordre sur toute la ligne pour le loup. La douceur, parce que je veux avoir une famille, en fait. Ma famille, je l'aime. Et en fait, voilà, c'est en effet en comprenant ce que chacun a traversé, ce que chacun a ressenti, c'est en disant ce que moi j'ai ressenti aux autres. C'est seulement en faisant ça qu'ils peuvent savoir aussi les autres. Donc c'était vraiment le mot d'ordre, le mot d'ordre. Et je dis que c'est pas facile à respecter parce que parfois on a juste envie de dire à tout le monde d'aller bien se faire foutre, quoi. Ouais, je connais bien cette sensation. D'avoir le majeur qui se lève malgré soi, on ne sait pas pourquoi. Ouais, ça m'arrive souvent. C'est l'histoire de ma vie aussi. Mais il y a quelque chose que je ne peux pas m'empêcher de constater en t'écoutant, c'est que les moments que tu désignes comme étant les moments de souffrance et de détresse, c'était 13 ans. Et le moment où ton premier enfant est petit. Et ça correspond à des moments qui sont des passages psychiques difficiles, souvent pour les femmes. La psychologue Carol Gilligan, elle identifie vraiment l'âge de 13 ans pour les jeunes femmes comme le moment où commencent souvent les troubles du comportement alimentaire, les scarifications, où en fait les petites filles font un peu leur vie, puis d'un seul coup, il y a l'adolescence, l'injonction à être une femme qui les force à nier leur propre identité et qui crée des troubles psychiques. Puis on sait aussi que le postpartum, c'est des moments de grande détresse pour beaucoup de femmes. Et je me dis peut-être que
un trauma qu'on porte comme un sac à dos trop lourd sur ses épaules, dans ces moments-là où il y a ce truc qui se rajoute, ça devient plus gérable. Ouais, certainement, ouais. Ouais. Ouais, c'est-à-dire que j'étais consciente de porter ce trauma, mais je savais pas qu'il était aussi lourd. Je savais pas qu'il pouvait être aussi dangereux, même pour ma descendance, en fait. Et en fait, c'était ça, le projet du loup. C'était un projet vers la descendance. C'est-à-dire que moi, une fois que je me suis sortie d'affaires, une fois que j'ai parlé à mon grand-père, une fois que... Voilà, il y a eu encore un autre épisode, ça j'en parle jamais, mais j'ai chanté la chanson du loup à l'enterrement de mon grand-père. Ça aussi, c'était complètement fou. Donc ça... Sacré rituel. ouais, ça c'était le bonus parce que je m'y attendais pas du tout. Et tout ça, c'était... Voilà, tout ça, une fois que j'avais fini ça, j'aurais pu me dire, bon bah voilà, hop, je suis sortie de tout ça. Mais en fait, non. C'était pas fini tout ça. Parce que en fait, il fallait le sortir plus. Il fallait le sortir plus. Et il fallait faire savoir à nos enfants que c'était pas OK ce qui s'était passé. Il fallait que je le dise, mais il fallait que je le dise bien. Il fallait que cette fois-ci, si je le disais, il fallait qu'on m'entende et que ça tombe pas dans le grand tout. Je me disais, si je sors cette chanson au milieu d'un album et que tout le monde s'en fout, que personne ne comprenne rien et que tout le monde dise « Ah, il est trop cool ton album », ça va pas être OK. Donc je me suis dit, cette chanson-là, je vais la sortir, mais très très bien. Je vais l'accompagner d'un projet. Je vais faire ça en direction de quelque chose. C'est la première fois que je fais un projet en conscience, un projet avec un but, en fait, avec une ligne directrice, une mission. C'est la première fois. Avant, je faisais tout un peu, je dis ça, ok. Oh. Et c'est un chef-d'œuvre, en fait, cette chanson. Et le chef-d'œuvre aussi, c'est les aquarelles qui l'accompagnent, je pense. Et je trouve ça assez fou symboliquement que ces aquarelles, c'était la boîte d'aquarelles que tu avais reçue à tes 13 ans. Mais oui. Le moment où tu as commencé à te dissocier. Ouais. Et je me suis dit, en fait, t'es venue te ressocier, quoi. Ouais. Grâce à l'art. Oh, c'est complètement fou, ce truc-là, c'est vrai. Ouais. Oui, c'est mon père qui m'avait offert une boîte d'aquarelle. Elle était neuve, je l'avais même pas ouverte. C'est fou, hein. Tu l'as mise de côté. Ouais. J'adorais l'aquarelle, mais je sais pas, je m'y étais jamais remise. Une super boîte. Et j'ai ouvert les petits papiers. Allez, j'y vais, je me la suis tentée. Je voulais quelque chose de tout doux. Je suis allée dans l'aquarelle. C'est vrai que le loup, c'est vraiment c'est de la vérité, quoi. Et aussi bien la chanson que les images. C'est de l'authenticité absolue. Ouais, c'est vraiment de l'authenticité, c'est du ressenti, c'est du ressenti. Je me souviens, là, quand j'étais plongée dans la peinture, je le vivais, je me couchais hyper tard. Chaque carreau de la salle de bain, chaque petit trait, c'est... Ouais. Et en effet, c'était dirigé vers les enfants, et c'était dirigé vers nos enfants, les enfants de ma famille. Et puis les enfants, les enfants en général. Je voulais poser quelque chose qui marque un jalon, en fait, qui borne, un endroit qui dise, à partir de maintenant, je veux qu'on sache que dans cette famille, quand il arrive ça, on ne fait pas rien. On fait tout ça. Et du coup... voilà, c'était vraiment pour leur faire savoir aux enfants que là, il y avait... que là, il y allait avoir un... Je sais pas, j'allais dire un changement de vapeur, mais non. Un avant et un après. Un avant et un après. Indéniablement. Ouais. Il y a une phrase que tu as dite que j'ai trouvée magnifique. C'est que tu as passé ta vie entière à essayer d'être forte. Et c'est le jour où tu as été vulnérable que tu t'es sentie vraiment forte. Donc, est-ce que tu penses que la guérison passe par la vulnérabilité ? Ouais. Oui, parce que être fort, c'est se mettre une carapace, avoir l'air d'eux, en fait. Je me souviens quand j'étais chanteuse, quand on est chanteuse, on nous pose toujours plein de questions, genre
si tu étais une fleur, tu serais quoi ? Quelles sont les femmes qui t'inspirent, etc. Et moi, j'étais en galère quand on me posait cette question-là, parce que je savais même pas à quelle femme penser. Alors, j'aurais pu dire Simone Veil, ou il y a tout un tas de femmes géniales, mais moi, je pensais que à des enfants. Et je répondais, mercredi dans la famille Adams, ou bien la fille dans Tigre et Dragon. Parce que c'est des petites filles qui sont fortes et qui savent se défendre. Il y avait un truc comme ça. Et j'ai compris après que j'avais besoin de m'identifier à quelqu'un qui semblait faible, mais qui en fait pouvait te casser la gueule, quoi, tu vois. Quelqu'un qui pouvait se défendre. Et en fait, petit à petit, je me suis créé cette carapace. Je viens de loin, moi j'étais hyper timide. Ma mère dit que quand j'étais petite, j'étais timorée. Donc j'étais vraiment dans mon petit monde, là, à pas parler, à jouer avec des tout petits objets. Vraiment, j'étais vraiment silencieuse. La plus timide de la bande des timides, quoi. Complètement à l'ouest, à la ramasse. Tout était une épreuve, tout contact social était une épreuve. Et donc petit à petit, il a fallu que je me renforce pour être cool, pour être forte. Il fallait que je sois forte, il fallait que je devienne... que je me défende, il fallait... Voilà. Et petit à petit, je sais pas, j'ai voulu... Alors, je suis passée par la mode, j'ai fait des fringues. Par le look aussi. Par le look. Faut voir les tenues incroyables que tu avais. Ouais, on a créé une marque avec une copine. C'est carrément des tenues de guerrières qu'on faisait, des tenues inspirées de toutes les ethnies du monde. Des tenues de guerrières pas possibles, avec des bijoux de partout, comme des armures, en fait. Et donc là, voilà, j'ai pris confiance. Petit à petit, j'ai pris confiance. Ensuite, j'ai commencé à faire de la musique, à devenir chanteuse. Tout ça, c'était des steps. À dire plein de gros mots dans tes chansons. À dire plein de gros mots, à faire la mignonne qui est super violente. Je voulais rapper, je voulais avoir un flow, je voulais faire du style, je voulais faire de l'électro. Je voulais montrer que j'étais forte, tout ce que je pouvais faire. Regarde tout ce que je peux faire, regarde tout ce que je peux être. Il y a des chansons où je suis violente, où je suis un vampire, des chansons, une chanson qui s'appelle Dial My Number, où je te dis pendant toute la chanson que je vais te buter, du début à la fin. Et donc voilà, et pendant ce temps-là, en fait, j'étais vraiment sous 10 milliards de couches de carapace, en fait. Et en effet, oui, le jour où j'ai ouvert la brèche, en fait, je me suis juste trouvée, reconnectée à moi-même. Je savais même pas qui j'étais ou quelque chose comme ça. Et en fait, la douceur, s'ouvrir, parler à l'autre, vraiment être authentique, et ça, c'est... ça donne un pouvoir immense. Ça donne un pouvoir immense parce que ça connecte à l'autre. Ça connecte instantanément au cœur de l'autre. Et ça, c'est assez incroyable. Avec le recul, Maëlane, selon toi, c'est quoi la meilleure de toutes les thérapies ? C'est ça, justement. J'ai pas beaucoup de recul parce que j'ai pas essayé 10 milliards de trucs. Mais pour moi, ça a été ça. Me connecter à l'autre. Donc apprendre à parler. Apprendre à parler, moi qui n'ai jamais ouvert, moi qui suis toujours restée protégée. Je me souviens, mes copains me disaient toujours mais toi, on n'a jamais le droit de te dire quand ça va mal. Je fermais, je voulais pas que les gens se plaignent, ça me saoulait. Je trouvais qu'ils étaient trop faibles de se plaindre, qu'il fallait être fort, toujours, il fallait être fort. Moi, j'ouvrais rien sur l'intime, je disais rien, tout était fermé. Ils se plaignaient, ils me disaient mais toi, t'as le droit d'aller mal. Je disais, je vais pas mal. Et voilà, d'apprendre à parler en fait, pour quelqu'un qui s'est tellement tu. C'était ça. Merci infiniment. Merci pour tout ça. Vraiment. Merci à toi. Qu'est-ce que je croyais, c'est fou.
que ce que je croyais.